Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, podcast, j'ai envie de dire podcast à l'ancienne, parce que du coup, les 3 derniers épisodes, on était accompagnés de Lucas. Et là, du coup, on fait un podcast entre frères. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça doit faire peut-être un mois, quelque chose comme ça, qu'on n'a pas fait de podcast tous les deux. Ah, on n'a plus l'habitude. C'est ça, sachant qu'on tease un peu, mais le prochain podcast, on aura encore un invité sur un sujet, je pense, qui devrait plaire. On va pas en dire plus, mais on va voyager avec la musculation dans le prochain podcast, si on peut le teaser un peu. Donc, podcast entre frères, podcast du coup de réponse aux questions. Alors, je sais que je regarde un peu plus haut que d'habitude, c'est parce que j'ai changé mon setup. Vous savez que du coup, donc, j'ai une épaule qui est en vrac, notamment à cause du temps que je passe à travailler sur mon ordinateur. Du coup, j'ai changé mon PC, je l'ai rehaussé pour mieux me placer et depuis, j'ai un peu moins de douleur, ça va un peu mieux. Donc, si vous me voyez regarder vers le haut, c'est normal. Je préfère du coup préciser pour ceux qui ont la vidéo. Mais on va du coup suivre le rythme habituel, donc avec le retour sur nos semaines, les plats, etc. On va reprendre un peu les habitudes. Parce que c'est vrai que les 3 derniers épisodes, on est parti en couille, en live total. Et avant ça, je vais peut-être faire le teaser du podcast, des questions qu'on va traiter, sachant qu'on en a pris 3 précisément. La première, ça va être comment gérer son entraînement lorsque on n'a pas beaucoup de temps. Deuxièmement, ça sera comment faire pour continuer à s'entraîner lorsqu'on ne prend plus de plaisir à s'entraîner et qu'on perd la motivation. Et enfin, la troisième, ça sera la relation qu'on a avec nos proches vis-à-vis de notre rythme de vie, donc tout ce qui concerne la diète, l'entraînement, le mindset et les projets autour de la muscu. Donc au final, 3 questions, on ne sait pas combien de temps va durer le podcast, sûrement peut-être pas 2 heures comme les derniers épisodes, mais je pense qu'on va avoir déjà pas mal de petites choses à dire et on va du coup tout de suite commencer avec nos petits rituels. Mon frère, je te laisse bien faire un petit retour sur ta semaine. Écoutez, bonjour à tous. J'ai envie de dire toujours la même chose. Une semaine toujours riche en progression. Même si, pour ceux qui avaient écouté le dernier podcast, j'avais expliqué que j'avais changé un petit peu ma rotation sur mes exercices de hanche. Et donc là, pour vous donner un petit peu d'actualité, tout se passe bien. Du coup, mon roumain est maintenant sur une séance jambes, ce qui me permet d'égorger quelque part mes séances poules qui étaient taxantes, et donc du coup j'ai pu aussi introduire un nouvel exercice dans ma séance de dos, dans ma séance poule. Mais du coup, ça me permet aussi de rebondir sur autre chose qui est du coup la recherche d'un nouvel exercice, d'un nouveau setup, d'une charge de travail, d'une fourchette de répétition idéale. Et ça peut parfois prendre un peu de temps, un peu d'énergie et du coup fatiguer. Et c'est ce qui se passe un petit peu, je pense, là depuis 2 semaines, depuis que j'ai changé un petit peu ma rotation, puisque voilà, il y a eu quelques petites modifications sur bien sûr les séances. Donc je repars sur des nouveaux exercices. Dans ma séance jambes, j'ai introduit un leg curl allongé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, donc il faut retrouver ses repères. Donc on va faire beaucoup plus de séries, beaucoup plus de répétitions, et ça fatigue. Pareil dans ma séance pool, comme je disais, j'ai un nouvel exercice qui du coup m'a demandé de rechercher un petit peu un nouveau setup, etc. Donc pareil, on bidouille un petit peu, on teste, on fait des angles différents, on voit un petit peu comment on réagit, etc. Et ça, voilà, ça fatigue. Et du coup, je le sens là que j'ai le dos bien défoncé, mais pas, on va dire, dans le sens de musculaire. Je sens que c'est de la fatigue qui est, du junk volume en gros. C'est trop important. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais bon, vous en faites pas, ça va très bien. Et puis en plus de ça, je cumule aussi une petite contracture au niveau du cou, là, au niveau du haut du dos, parce que j'ai les cervicales assez fragiles. Et dès que j'ai le malheur de faire des rotations alors qu'il fait froid, que je marche ou que je fais un mouvement et que je suis pas bien échauffé ou que j'ai les cervicales un peu raidos, je me les bloque. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Denis aussi en a régulièrement.
Et donc, du coup, j'ai un peu mal. J'ai pris une séance d'ostéopathie, mais ça a du mal à passer. Je sens que ça m'a quand même soulagé, mais pas suffisamment. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je ferai une semaine de déload. Donc, voilà, je réduirai peut-être mes charges ou soit peut-être un dévolume. Je réduirai peut-être mon volume, justement. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais me laisser demain, puisque demain, c'est mon jour de repos. Et puis, je prendrai une décision voilà, de lundi. Lundi. Ok, donc c'est ça surtout qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour corriger le tir, sachant que tu as identifié les problèmes. C'est ça Ouais. qui est intéressant. Exactement, ouais. C'est comprendre un petit peu d'où vient cette accumulation de fatigue. Donc, j'ai identifié, c'est le fait d'avoir changé quelques exercices et voilà, la contracture en plus au niveau du dos. Et donc, voilà, comment je vais remédier à tout ça? Eh bien, ça passe par peut-être rajouter de la récupération en, du coup, réduisant le volume ou en réduisant les charges ou en faisant les deux. Donc, je vais me laisser la réflexion. La nuit porte conseil. Et mon jour de repos demain me portera encore plus conseil. C'est vrai que moi je veux rebondir sur un truc, c'est qu'on est assez fragiles tous les deux au niveau des cervicales, et ça depuis toujours, hein, depuis avant la muscu. J'ai deux anecdotes qui me viennent sur le sujet qui me concernent. Il y en a une, je pense que tu vois très bien laquelle je veux parler parce que à chaque fois, il se fout de ma gueule par rapport à ça. Je vais juste raconter la première et après je raconterai la deuxième. Allez, C'est vrai incroyable. que je me suis toujours bloqué très très facilement le cou. J'ai toujours été sujet aux contractures, etc. Je crois l'une des premières que j'ai eues, c'était quand j'étais au collège. On faisait genre du badminton. Et honnêtement, j'étais nul à chier au badminton. Genre, il y avait toujours mes potes, ils étaient tous terrain 1, etc. Ils se battaient. Moi, j'avais même pas dépassé la moitié, quoi. J'étais vraiment mauvais. Et pour couronner le tout, euh, un jour, on jouait comme ça et je vais pour mettre un coup, quoi, un espèce de smash. Et je me suis bloqué en fait au niveau des cervicales. Et du coup, j'avais la tête comme ça sur le côté et impossible de revenir. J'avais vraiment genre super mal. Et du coup, j'ai dû aller à la vie scolaire, etc. Ils ont appelé le daron. Ils ont appelé le daron du coup pour qu'il vienne me chercher. Et c'est là le fameux coup mon père il est arrivé voilà avec la cote, les bottes limite du fumier au pied, il est arrivé comme ça, il m'a pris, je me souviens, en plus il m'a pris par le cou là où j'avais bien mal et on a commencé à repartir et il y a la meuf de la vie scolaire qui a dit mais attendez il faut signer le papier et mon père je me souviens très bien ce qu'il avait dit, Ah, il était pas fin. il a dit ah oui c'est vrai j'ai oublié de signer le torche-cul. Ouais, mais Donc franchement, notre père, on le décrit à chaque fois comme quelqu'un, tu sais, de très brut, de très. c'est un peu le Ouais, cas quand le même. cliché du paysan au fond de sa campagne, C'est un peu le cas quand c'est même. un peu Mais le cas quand même. donc il y avait trop d'accumulation ce jour-là. D'une, j'étais nul au badminton. Deux, j'arrive à me bloquer le coup. Trois, j'attends comme un con à la vie scolaire avec la tête comme ça bloquée sur le côté. Je vois les surveillants qui se foutent de ma gueule. Trois, il y a mon daron qui arrive. À 4, 4. Quatre, il arrive et il me fout genre la giga honte. Mais bon, aujourd'hui, on en rigole. Ça, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote, je crois, c'était genre pareil, dans la même année, hein, quelques mois plus tard. J'étais au collège encore une fois, et un matin, je me réveille, et pareil, impossible de bouger la tête. La tête, Celle-là, elle est incroyable, vraiment, la tête celle-là. bloquée. La tête bloquée. Et avec Rémi, du coup, on a nos chambres à côté, et vient du coup l'heure du réveil, etc. Parce qu'on prenait le bus ensemble à l'époque. Et du coup, j'entends Rémi qui se réveille. Et moi, je l'appelle. Je pleurais tellement j'avais mal. Et puis, je me demandais ce qui se passait, quoi. Et je l'appelle et je dis Rémi, viens m'aider. Je dis Je crois que je me suis pété la clavicule. Ouais, ouais, ouais. Et j'étais en train de chialer, en train de lui dire ça. Et Rémi qui arrive, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher, du coup, nos parents. Et notre mère était pas là. Et du coup, encore une fois, c'est le daron qui arrive. Et là, c'était pire que tout. Il est arrivé, il a dit parce que du coup, vraiment, genre le coup du badminton, c'était genre quelques mois en arrière. Et du coup, j'avais mis de la pommade, etc. Et il avait vu qu'il fallait faire ça. Et il arrive, il reprend la pommade et il commence à essayer de me masser.
Sauf que les mains de mon daron, enfin moi déjà j'ai des grosses mains, mais les mains de mon daron, genre mon pouce, c'est la taille de son petit doigt. Et il commence à me masser. Et là, il me secoue dans tous les sens. C'était pire que tout. Mais au moins il m'a passé de la pommade. Ça m'a fait du bien. Et du coup, ouais, je m'étais bloqué en fait pendant la nuit. Je ne sais pas comment. Mais j'ai toujours été ultra sensible. J'ai eu plein de contractures, même par la suite, après, lorsque j'ai fait de la muscu. Dès qu'il y avait une clim, un truc comme ça, je me souviens, le premier Basic Fit où on s'entraînait, il y avait une clim qui était pile à l'endroit où je faisais mon rack pull. Dès que je faisais du rack pull et qu'il foutait la clim à fond, tu peux être sûr que du coup, je chopais des contractures. Après, ce que je faisais, vu comme je travaillais au Basic Fit, c'est que je coupais la clim, mais du coup, je me faisais engueuler parce que du coup, je ne les remettais pas. Mais c'est vrai que c'était bien chiant cette clim. Et du coup, faites attention pour toutes les personnes qui sont un peu sensibles, fragiles. Échauffez-vous bien. On l'avait dit déjà dans le podcast avec Monstro. Monstro s'était bloqué aussi au niveau des cervicales, du cou, etc. Je me souviens plus exactement. Mais on avait dit, voilà, prenez bien le temps de vous échauffer. C'est hyper important parce que quand vous êtes bloqué, c'est vraiment chiant. Et déjà, soit il faut aller voir un ostéo pour vous débloquer, mais après, la contracture, en général, elle ne passe pas tout de suite. Donc, il faut quand même quelques semaines et c'est assez chiant. Donc voilà, faites attention et il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, effectivement. Et puis même les cervicales, c'est une zone, tu sais, qui est toujours très crispée. Enfin, toujours, pas toujours, mais si on a un travail de bureau ou même une vie assez stressante, c'est une zone aussi qui se crispe très facilement et on a vite tendance à avoir des douleurs au niveau des trapèzes. On se plaint souvent des trapèzes, mais effectivement, c'est tout rattaché aussi à votre colonne. Et voilà, prenez-en soin et un bon chiropracteur, un bon ostéo aussi, ça peut vous soulager. Moi, je sais que je prends régulièrement ouais, des rendez-vous tous les 3 mois chez un ostéo, tout simplement pour faire un petit check-up. Bon, là, c'était par nécessité, mais ouais, ouais, les clims. Tu te rappelles le Citedro aussi au Basic Fit qui Ah ouais, était. le Citedro, il était en plein dans la clim. Ouais, Donc il y avait un espèce de tirage horizontal où on est assis, il y avait une clim juste au-dessus, mais vraiment, tu pouvais pas mieux la placer, quoi. Et elle nous flinguait à chaque fois nos trapèzes, c'était terrible. ouais, donc faites bien attention à ça. C'est une zone qui est bien fragile. On digresse déjà. On digresse déjà. Et toi, Denis, Depuis- alors, raconte-nous ta semaine, tes péripéties. alors moi, sur cette semaine, le fait intéressant, c'est que du coup, c'était mon anniversaire cette semaine. J'avais presque oublié, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop festif dans la famille en général. C'est vrai que ça fait des années que je le fais plus, au final. Pour le référencement, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Bien joué, mon frère. Du coup, ouais, c'était mon anniversaire et du coup, donc j'ai eu donc les 25 ans. Donc 25 ans, c'est le fameux quart de siècle. Et c'est vrai que ça m'a mis quand même un petit coup. Je me suis dit, putain, Denis, t'as 25 ans. Je trouve que t'as pas fait grand-chose de ta vie, tu vois. Et je me suis dit, putain, je veux faire les trucs de ma vie. Et je me suis dit, putain, t'as 25 ans, t'as pas fait grand-chose. Et après, je me suis fait quand même un petit récapitulatif sur ces 25 ans. Bon, voilà, il y a toute la période où j'ai été gamin, où j'étais mauvais au badminton, où je suis toujours mauvais au badminton d'ailleurs. Mais voilà, toute cette période-là, où au final, ça compte pas réellement parce que c'est les années où tu grandis, où tu mûris. Et en fait, je me suis dit, en gros, là, à 25 ans, enfin, sur les 2 dernières années, c'est là où vraiment j'ai, je pense, le plus évolué. Le voyage à Budapest aussi m'a fait bien progresser. Et en fait, je me suis dit, 25-50, je pense que c'est là où la vie va vraiment débuter et vraiment devenir intéressante, challengeante, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si de 0 à 25 ans, c'était, tu sais, le tutoriel du jeu. Et là, c'est bon. Là, tu as fini le tutoriel et c'est toi qui joues, par toi-même. Et du coup, voilà, tu sais ce que tu dois faire, tu as tes missions et maintenant, c'est à toi de faire en sorte de les accomplir. Tu as toutes les connaissances à ta disposition, tu as grandi, etc. pour ça. Et maintenant, je me suis dit, voilà, je rentre dans la phase de ma vie où ça va devenir intéressante. Après, en général, après 50 ans, je pense, c'est un autre palier. Je verrai quand j'y serai. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait un petit truc. J'ai relativisé et au final, j'en ai sorti du positif. Et au final, j'étais encore plus hypé pour les prochaines années. Et je me suis dit, bah voilà,
au final, j'ai mes projets dont je parle depuis un petit moment qui avancent, qui, voilà, j'espère, sortiront bientôt au cours de l'année, etc. J'ai beaucoup de projets pour cette année. Et comme je disais, c'est là où ça va vraiment commencer à envoyer. Et j'espère que bah, voilà, déjà l'année prochaine, on verra. On est le 13 mai. J'imagine qu'on fera toujours des podcasts l'an prochain. Et on verra ce que je dirai sur l'anniversaire de mes 26 ans. Je ferai un petit update. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris conscience de ça. Et je pense que pour les personnes qui ont. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont, je pense, dans ce cas-là, qui se disent mais merde, j'ai pas fait grand-chose de ma vie, etc. Et qui, en fait, vous pouvez relativiser. À partir du moment où vous réalisez ça, je pense que c'est là où la vie commence, parce que c'est là où on peut aussi faire en sorte de faire des actions pour justement changer ça. Donc c'était, je ne sais pas si on peut appeler ça une morale, c'était plus une réflexion, mais je pense que c'était important de partager ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le podcast qui vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. Donc, petit retour sur ma semaine assez bref, et qui, j'espère, vous a hype un peu pour les projets futurs. On peut peut-être passer aux idées de repas qui sont qui sont venues s'incruster petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Mon frère, est-ce que tu peux nous donner des idées de repas sur ce que tu as mangé dernièrement pour eh bien, nous donner une idée et tout simplement nous hyper un peu. Ouais, alors j'ai deux repas, enfin du moins deux sources de protéines, puisque c'est aussi l'idée aussi de faire le petit point inflation, le petit panier pas trop cher dans vos magasins préférés. Là dernièrement, j'ai mangé de la rouelle de porc, donc c'est une pièce de porc hein, qui est pas très chère et qui se met au four et qui est très bonne. Alors en plus, la rouelle de porc, elle est aussi avec de la couenne et la couenne de porc, bon, c'est très gras mais c'est aussi très bon. Donc ça c'était le premier repas que j'ai mangé avec des pommes de terre et je me rappelle plus ce que j'avais mangé avec les en légumes, je sais plus. Bref, je sais plus. Et le deuxième truc, et des repas que j'ai mangé là récemment et que j'ai mangé encore à midi, c'est un poulet fermier. Le poulet fermier, pareil, c'est pas cher. De mémoire, il a coûté, je crois, 5 euros le kilo. Et je sais plus combien au tout on l'a payé. Et j'ai mangé ça avec des choux de Bruxelles et du riz. Donc ça, c'était un repas à midi. Là, c'était excellent. Et vous avez voilà, une bonne assiette et surtout du volume et du poulet pour plusieurs repas. Mm. C'est vrai que la rouelle de porc, j'ai failli en acheter. C'est pas très cher. Et comme tu as dit, c'est bon. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 jours, un truc comme ça, j'ai posté une vidéo où c'est un extrait du podcast. Donc c'est un extrait du podcast où on expliquait comment manger plus et où eh bien, je disais qu'il fallait varier son alimentation, etc. Et pas manger riz, poulet, brocoli. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous avez dû le comprendre. Et dans les commentaires, c'est assez drôle de voir qu'il y a une des réponses qui est revenue le plus, c'est ouais, mais moi je peux pas faire autrement. Je suis étudiant, j'ai pas le budget pour acheter autre chose pour manger autre chose que riz, poulet, brocoli. Et là en fait, je me suis dit mais en fait, il n'a pas compris parce que, enfin, ils n'ont pas compris parce que c'est vraiment revenu beaucoup de fois comme commentaire. Et au final, le poulet, la dernière fois, je ne sais plus, c'était quasiment, je l'ai vu, il était à 13 euros le kilo, le filet de poulet, c'est un truc de ouf. Et je me souviens qu'à côté, il y avait de la basse-côte en promotion. La basse-côte était à 9 euros, 9,99 €, je crois, le kilo. Mais jamais de la vie, j'achète du filet de poulet à 13 euros alors qu'il y a de la basse-côte à 9 euros. Et plein de trucs comme ça. Le foie, la langue de bœuf, tout ça, tous les tips en fait qu'on a partagés, c'est que déjà des choses qui vont vous permettre de varier vos repas. Et deuxièmement, c'est des choses qui vont vous permettre aussi de faire des économies. Et donc, au final, je me suis dit, mais les personnes qui ont mis ça, elles n'ont pas compris. Et je pense que aussi, c'est une excuse pour aller à la facilité, tout simplement. Je pense que c'est un peu comme les personnes qui font 500 pas par jour et qui vont dire oui, mais c'est parce que j'arrive pas à perdre de poids parce que j'ai un métabolisme de base qui est lent.
Non, tu es à côté de la réalité. C'est juste que tu ne bouges pas et tu n'acceptes pas ton inactivité. C'est plus simple d'aller vers la facilité et d'accuser ton métabolisme. Là, je pense que c'est la même chose avec les repas. Le prix, en fait, dire je mange riz, poulet, brocoli tous les jours, c'est la facilité pour tout simplement, d'une, je pense, ne pas avoir à faire trop de cuisine et deux, ne pas avoir à se prendre la tête, quoi. C'est, voilà, tu manges toujours la même chose, etc. Et donc, faites bien attention parce que le prix des choses, parfois, ça revient bien plus cher de manger riz, poulet, brocoli que manger, comme je disais, la basse-côte était moins chère. Le foie de bœuf, honnêtement, ça sera toujours, je pense, imbattable au niveau des prix. Donc, n'hésitez pas à varier et je vous encourage à varier. Et le prix ne sera jamais, voilà, vous ne pourrez jamais justifier le fait de manger du riz, poulet, brocoli en justifiant ça par le prix. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, j'ai eu une conversation avec un de mes suivis il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il écoute le podcast. Ça rejoint en fait ça sur le fait de varier en fait son alimentation. Parce que du coup, donc, je disais que justement, le principe, c'était qu'il varie son alimentation. Donc en fait, dans le principe de mes suivis, ils peuvent en fait choisir ce qu'ils veulent manger et ça met automatiquement les quantités à côté pour qu'ils respectent leurs calories, leurs macros, etc. C'est une sorte de MyFitnessPal avancé. C'est un puissant algorithme qui est derrière. J'ai passé d'ailleurs beaucoup de temps à le faire. Mais au final, ils peuvent faire des combinaisons de repas énormes. Et en fait, quand je regarde leurs repas, la plupart ne varient pas. Donc, je les encourage justement à varier. Parce qu'ils peuvent, en fait, ils ont la possibilité de faire des repas extrêmement variés. Et, et du coup, donc j'en parlais avec un de mes suivis. Et du coup, je lui dis, il me disait qu'il avait des difficultés, etc., à manger. Et je lui dis, tu varies pas. Il me dit, si, je varie. Et je regarde et je vois qu'en fait, un coup, il fait pâte avec du poulet. Et le lendemain, il va faire pâte avec du steak. Et pour lui, il va avoir varié. Alors je lui dis, non, c'est pas ça, varier. Varier, c'est quand tu vas changer vraiment la totalité de ton plat, que tu vas vraiment changer jusqu'à la texture. Exemple, un jour, tu vas faire pâte, steak haché, par exemple, purée de tomate. Tu te fais une espèce de bolognaise. Avec ça, tu peux te mettre un peu de parmesan, etc. Il a la possibilité de le faire et de le mettre dans ses calories. Et par exemple, une banane avec, je sais pas, en entrée, même il peut même mettre des poivrons, par exemple, dans le tout pour faire voilà, un plat complet et extrêmement bon. Le lendemain, il va changer. Et mais quand je dis qu'il faut varier, c'est qu'il va changer, par exemple, du tout au tout. C'est par exemple, il va choisir des carottes en entrée, il va prendre des pommes de terre en guise de féculents, il va se faire cuire une basse-côte et ses carottes et ses pommes de terre, en fait, il va les mettre ensemble, il va en faire une purée. Voilà, ça c'est varié. Et il va mettre une basse-côte à côté. Et après, en dessert, il va se prendre par exemple un peu de fromage blanc. Et dedans, il va se couper une banane. Voilà, ça c'est varié. Parce que si en fait, tu fais juste pâtes, poulet, et puis le lendemain, pâtes, steak, puis après lentilles, steak, non, ça c'est pas varié. Changer vraiment du tout au tout. Tu fais, je sais pas, tu fais riz, lait de coco, curry, poulet. Voilà, là, tu as un truc, ça change, la texture n'est pas la même, tu as un truc en sauce. Et tout ça, en fait, parce que je me suis rendu compte que parfois, les gens, en fait, c'est juste qu'ils ont une vision étriquée de la nutrition. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment à travers un tout petit spectre où il n'y a que le riz, poulet, brocoli. Mais au final, même quand on leur élargit le spectre et qu'on leur donne la possibilité de le faire, parce que là, littéralement, il n'y a pas à se prendre la tête, il y a juste à choisir et tu n'as même pas à calculer les quantités. Il n'y a même pas le truc il faut le rentrer dans MyFitnessPal, c'est chiant, il faut compter, machin et tout. Non, là, il a juste à choisir et ça met les quantités tout seul. Et c'est quelque chose que je remarque. J'ai suivi beaucoup de personnes en nutrition, j'utilise ce système depuis très longtemps. Et c'est pas parce qu'en fait les personnes ont la possibilité de le faire qu'ils vont le faire. Donc, il faut vraiment, en fait, je pense, être dans cette démarche de vouloir varier, de vouloir s'intéresser à sa nutrition pour pouvoir varier. Et c'est là où, du coup, ça rejoint le point précédent de la personne qui justifie ça par le prix. C'est juste qu'en fait, cette personne a un spectre extrêmement étriqué et qu'elle n'est pas capable de voir ailleurs. Et c'est sûr que là, une personne qui n'a pas la possibilité, qui a
qu'on ne lui donne pas cette possibilité de voir ailleurs, c'est sûr que ça va être très compliqué. Mais voilà, vous écoutez le podcast et justement, on est là pour vous ouvrir ces possibilités et vous donner bien des possibilités, sachant que c'est pas, honnêtement, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas, vous n'avez pas besoin de faire de la grande cuisine pour ça. Hein. La purée de carottes pommes de terre, honnêtement, vous faites cuire les carottes, vous faites cuire les pommes de terre, vous faites cuire ça même ensemble, vous l'écrasez. Il y en a qui vont me dire oui, mais j'ai pas de mixeur. Tu prends une fourchette, tu l'écrases ta purée et ça te change ta texture, ça te change tout et c'est ça qui fait que tu vas prendre du plaisir à manger. Et honnêtement, je l'ai dit dans le podcast sur les personnes qui ont du mal à manger, si tu as du mal à manger, si tu as du mal à finir tes plats, c'est que tu ne t'impliques pas assez dans ta cuisine. Et j'ai jamais rien dit d'aussi vrai. Donc, tu peux varier, tu as la possibilité de varier, ouvre, élargis ton spectre et tu verras que la nutrition deviendra beaucoup plus simple pour toi. Mais c'est pareil, tu le vois aussi, les personnes qui sont plus concernées par leur alimentation. Je le vois du coup, donc j'ai certains de mes suivis qui s'entraînent depuis des années, qui sont aussi peut-être un peu plus âgés, qui ont une moyenne entre 30 et 40 ans par là. Et en général, ce genre de personnes-là est plus concerné par leur alimentation. Alors après, il y a aussi souvent des enfants, donc ça oblige aussi à être un peu plus concerné par l'alimentation. Mais c'est des personnes qui, naturellement, vont me demander d'ajouter des choses dans leur diète sans pour autant que j'ai à leur demander. Je me souviens, j'ai un exemple d'un couple. Alors ça remonte à l'époque où je faisais des consultations en cabinet. Je me souviens que je crois que je leur ai ajouté, mais en fait, chaque jour, ils me demandaient de leur ajouter des aliments. Et du coup, donc chaque jour, je leur ajoutais. Et c'est là que on voit la différence entre la personne qui va vraiment être concernée, qui va vouloir varier, qui va pas vouloir s'enfermer, au final, dans une alimentation, une monodiète, au final, et du coup, les personnes qui vont choisir un peu la facilité. Mais encore une fois, s'intéresser à son alimentation, ça sera toujours quelque chose de bénéfique pour vous. Et ayez une vision à long terme. N'ayez pas une vision à court terme. Je vois trop de personnes qui font de la muscu, qui mangent monodiète, sans légumes, sans fruits, Sans légumes, ouais, c'est vrai. juste riz poulet. Sachez que même si vous avez des résultats à court terme, déjà faites toujours passer votre santé avant votre progression. En général, en plus, les deux sont liés et les deux sont compatibles et même les deux marchent en synergie beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pas parce que vous arrivez à avoir votre nombre de calories en mangeant du riz poulet à chaque fois et en buvant des shakers, etc., que c'est bon pour votre santé et que sur le long terme, ça ne posera pas de problème. Gardez à l'esprit que votre corps il a besoin de nutriments et ces nutriments sont essentiels. Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé ou si c'est dans un podcast qui n'a pas fonctionné, mais la plupart des gens se fient uniquement aux macronutriments. Vous savez, ça va être, voilà, si j'ai mes calories, mes protéines, mes glucides, mes lipides, tout fonctionne. Mais en fait, ok, ça c'est les macronutriments. Mais il ne faut pas oublier les micronutriments qui sont très importants. Et en fait, si on fait une comparaison, les glucides, protéines, lipides, en fait, construire du muscle, c'est comme construire un muscle, comme construire un mur, pardon. Et le glucides, protéines, lipides, si vous voulez, ça va être les briques et le ciment, les parpaings, les briques et le ciment. Donc, vous allez pouvoir construire votre mur avec, mais il y a des façons plus rapides et plus efficaces de faire ça, et ça va être par exemple d'utiliser une brouette, une truelle, une bétonnière, et tout ça, ça va être les micronutriments. Donc, certes, tu peux construire ton mur avec ton ciment, tes parpaings, tes briques, etc. Mais si tu ajoutes eh bien, la truelle, si tu ajoutes la bétonnière, si tu ajoutes la brouette, tu vas voir que ça marche beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la nutrition. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Parce que si tu restes toujours focalisé sur tes briques, ton parpaing et ton ciment, c'est pas parce que ça marche que c'est optimal. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait de la maçonnerie, qui ont déjà construit un mur, avec Rémi, on est dans ce cas-là, on a construit des bâtiments agricoles. Je peux vous dire que c'est super chiant. Eh bien, quand tu as une bonne brouette, quand tu as une bonne truelle, une bonne bétonnière qui marche, eh bien,
tout de suite, tu te crames beaucoup moins les épaules et tu te rends compte que tu vas beaucoup plus vite. Et c'est la même chose avec la nutrition. Donc, change ta façon de voir les choses et tu verras que tu progresseras beaucoup plus vite et que tu construiras ton mur beaucoup plus vite. Magnifique, encore cette comparaison entre l'alimentation et le travail de maçonnerie. Magnifique analogie. D'ailleurs, s'il y a des maçons, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour le référencement encore. Dites-nous si c'est plus simple de construire un mur avec une trouelle, une brouette et une bétonnière, ou alors si c'est plus simple de le faire à la main avec ses parpaings. Je pense que la réponse est vite vue et que même les personnes qui ne sont pas dans la maçonnerie pourront répondre. Mon frère, ça fait déjà 30 minutes que ça tourne. J'ai pas donné. Si, j'ai donné des idées de repas, on dit que ça compte. J'ai donné la purée, j'ai donné le. Sinon, vite fait, à midi, j'ai mangé des pois cassés avec des carottes et des oignons. Avec ça, j'avais plus de viande. Du coup, ma source de protéines principale a été du fromage blanc. J'ai comblé comme ça. J'ai fini de combler mes apports en glucides avec des fruits. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des carottes râpées en entrée. Donc, je sais pas pourquoi ça me gratte l'œil, mais ça me gratte l'œil. Tant pis, on passe aux questions, mon frère. Yes. La première question, mon frère, je vais te la poser parce que je sens que tu m'as dit qu'elle t'inspirait tout à l'heure. C'est comment faire pour s'entraîner lorsqu'on n'a pas ou peu de temps? Ça faisait écho à un bilan que j'ai fait tout à l'heure d'un de mes suivis qui, par manque de temps, va devoir réduire ses séances. Alors j'explique un petit peu la situation. C'était une personne qui s'entraînait entre midi et 2 pendant sa pause du déjeuner et elle avait 1 heure et demie pour s'entraîner. Donc on avait largement le temps de faire une séance cohérente, etc. Mais là, sa pause du midi, c'est courte en fait et donc on est obligé de réduire ses séances, la durée de ses séances. Donc le choix a été de réduire le volume et de retirer un exercice pour justement avoir quand même une séance cohérente, même si voilà, on aurait aimé avoir cet exercice supplémentaire, mais on a quand même toujours cette intensité et du coup cette progression hebdomadaire. Et pareil, ce même suivi aussi n'avait pas le choix en fait, il fallait retirer aussi une séance dans la semaine. Et donc du coup, on a fait le choix de regrouper 2 séances. Il avait une séance jambes et une séance bras. Et du coup, sa séance bras et sa séance jambes, du coup, ont été regroupées. On a fait le choix de faire ça stratégiquement de façon à ce qu'ils puissent quand même garder les deux parce que ils se voyaient pas ne faire plus que les jambes et du coup délaisser les bras parce que c'était une personne qui veut absolument mettre en avant les bras dans son programme et il ne se voyait pas non plus faire que les bras parce que du coup il retirait complètement les cuisses de sa programmation. Donc voilà, hein, on a fait un choix en fonction de ses besoins et de ses envies surtout. Et donc voilà, on se retrouve avec une séance qui mélange 2 groupes musculaires qui, à première vue, ne seraient pas forcément compatibles, hein. On aimerait plutôt dissocier les deux. Et là, pour le coup, on fait le choix de les rassembler. Et encore une fois, voilà, c'est du cas par cas. Mais pour bien sûr répondre de manière générale, quand on n'a pas beaucoup de temps, mieux vaut ne pas faire trop d'exercices, plutôt en faire peu, mais bien les faire avec toujours cette montée en gamme progressive et donc du coup faire des sets de qualité, pas chercher à faire du coup des exercices par défaut et se presser à rajouter du volume de manière pas très intelligente. Je m'entends parler bien évidemment, mais l'idée c'est plutôt de conserver une structure de séance avec toujours cette recherche d'intensité, quitte à perdre du volume. Enfin, du moins, c'est mon point de vue là-dessus. Alors, pour rebondir, parce qu'on peut plus dire pour résumer ceux qui ont la rêve du dernier podcast, en fait, tout dépend par ce que vous appelez s'entraîner lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que ça peut être ne pas avoir beaucoup de temps pour sa séance, donc pour une séance, ou pour ses séances de manière générale, ou alors pas avoir beaucoup de temps dans sa semaine pour pouvoir s'entraîner et par exemple avoir une fréquence d'entraînement du coup un peu plus faible. Par exemple, les personnes peuvent aller que 2 fois à la salle ou ce genre de choses. Rémi a répondu aux deux, mais du coup, je pense qu'on va peut-être restructurer un peu. Effectivement, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vos séances, alors on va faire le cas où, de base, vous n'avez pas beaucoup de temps,
Et on va faire le cas où, par exemple, parce que ça peut arriver, eh bien, d'habitude, vous avez 2 heures pour faire vos séances, et là, vous arrivez à la salle et vous n'avez plus qu'1 heure. Donc, il faut faire votre séance habituelle de 2 heures en 1 heure. Comment faire? Donc, premier cas, vous avez tout le temps 1 heure pour vous entraîner. Déjà, la première chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'échauffement. On peut tout de suite être tenté de dire, j'ai qu'1 heure pour m'entraîner, je vais skipper l'échauffement ou le faire à la va-vite. Ça, c'est même pas la peine. Encore une fois, je vous l'ai dit, la muscu, c'est sur le long terme qu'il faut le voir, et négliger son échauffement, ça va vous peut-être vous permettre de faire un exo supplémentaire, mais ok, à court terme, ça peut peut-être fonctionner, mais sur le long terme, il y a forcément un moment où ça va coincer. Donc, ne négligez jamais l'échauffement. Accordez toujours du temps dans votre séance pour l'échauffement. Ça peut être 15, ça peut être 20 minutes, même si derrière, il vous reste plus que 40 minutes pour vous entraîner. Ok, ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous le savez de base, alors il faut essayer d'adapter le volume, le nombre d'exercices en fonction. C'est-à-dire que ne faites pas 10 exercices avec 4 séries par exercice. Sinon, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner. D'autant plus que, vous le savez, au niveau des temps de repos, les temps de repos longs sont supérieurs aux temps de repos courts pour pouvoir progresser et donc prendre du muscle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même que sur l'heure d'entraînement, vous arrivez à passer des temps de repos longs pour progresser. Donc, ça veut dire que forcément, vous allez avoir un volume d'entraînement qui va être assez réduit. Par exemple, entre 1 et 3 séries par exercice. Et vous allez avoir un nombre d'exercices qui va être assez restreint. En général, 4, 5 maximum, entre 3 et 5, on va dire. Entre 3 et 5 exercices par séance. Voilà, en général, comment ça se passe. Après, il y a toujours possibilité, pour pouvoir rajouter du volume, d'utiliser des techniques d'intensification. Vous pouvez toujours mettre, par exemple, des supersets. J'ai présenté sur mon Insta, d'ailleurs, la façon dont je faisais les mollets et les abdos. Donc, je fais les mollets. Ensuite, je marche tranquillement jusqu'à la station, enfin, jusqu'à la poulie, pour faire mes abdos, etc. Ce qui me permet de regrouper les deux exos en un, au final. Et ça me fait gagner un temps formidable. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les bras de cette manière-là, par exemple, avec un superset. Vous pouvez également utiliser des drop sets, ce genre de choses, pour pouvoir ajouter un peu plus de volume. Vous pouvez faire des myo-reps. Il y a plein de façons, en fait, d'ajouter du volume grâce aux techniques d'intensification. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des drop sets mécaniques pour travailler plusieurs positions de vos muscles, pour pouvoir continuer vos séries, pour pouvoir ajouter du volume, pour pouvoir augmenter l'intensité, etc. Tout ça, c'est des solutions qui sont viables. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, sachez que ce n'est absolument pas un problème, surtout si vous le savez de base, votre programme doit être adapté de base à vos contraintes en termes de temps. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, maintenant, eh bien, vous avez normalement une séance qui dure 2 heures et vous arrivez à la salle et vous n'avez plus qu'1 heure pour faire votre séance. On s'est déjà tous retrouvés dans cette situation-là. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de chercher à faire le maximum d'exercices possible sur votre séance. Mais vous vous en doutez, il ne va pas être possible d'avoir le même volume que d'habitude. C'est-à-dire que si vous avez 4 séries par exercice et vous avez 6 exercices dans votre séance, ce qui est déjà beaucoup, eh bien, voyez, pour faire plus que 1 à 2 séries par exercice. Pourquoi, en fait, chercher à faire tous les exercices et pas que les premiers? Parce que, en fait, vous vous assurez, en ayant un set par exercice, de pouvoir progresser sur tous vos exercices. Alors que si, du coup, vous vous acharnez à faire, par exemple, toutes vos séries et vous allez faire que les 2-3 premiers exos, où vous allez certes peut-être pouvoir progresser, mais ça veut dire que vous n'aurez pas progressé sur les derniers. Et après, si vous attendez une semaine, vous vous retrouvez en fait avec 2 semaines sans avoir fait certains exercices. Donc, c'est pour ça que c'est plus judicieux de diminuer le volume, quitte à faire 1-2 séries, et du coup faire tous les exercices de la séance. Encore une fois, il y a d'autres possibilités, mais très honnêtement, si vous avez l'habitude de faire une séance et que vous avez une progression sur cette séance depuis plusieurs semaines, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, ça c'était le point si le temps accordé à votre séance habituelle est diminué. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner dans la semaine de manière générale, c'est-à-dire que vous pouvez vous rendre en salle de sport 1-2 fois maximum. Honnêtement, ce n'est pas un problème.
j'ai des suivis qui vont 2 fois par semaine à la salle et qui progressent très bien. Encore une fois, quand on a un certain âge avec la vie de famille, etc., on ne peut plus forcément s'entraîner souvent, etc. Et donc, déjà, vous pouvez avoir de très bons résultats en vous entraînant que 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est absolument pas un problème. Après, vous pouvez toujours, il y a toujours d'autres solutions. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, par exemple, avoir un peu de matériel chez vous. Honnêtement, avoir une barre, des haltères et un peu de poids, ça prend pas de place. Ça veut dire que déjà, vous pouvez faire une partie de votre programme. Honnêtement, vous pouvez absolument faire très bien les épaules et les bras avec juste une barre et des haltères chez vous. Ça veut dire que déjà ça, vous pouvez vous rajouter une séance chez vous que vous n'aurez pas à faire en salle de sport. Donc déjà, vous prenez du volume qui normalement devait être fait en salle de sport, vous pouvez le faire maintenant chez vous. Donc ça vous rajoute. Après, bien sûr, si vous avez un peu de place, vous pouvez même aller jusqu'à avoir un banc. Et alors là, vous pouvez du coup, par exemple, même maintenant, même faire les pecs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça prend, honnêtement, ça prend que dalle comme place d'avoir un banc, des haltères, etc. Vous pouvez même avoir une barre de traction. Bon, je ne vous demande pas d'avoir une poulie non plus une poulie Cybex chez vous. mais en tout cas, voilà, vous pouvez très bien avoir un peu de matériel et vous permettre voilà, de faire des mix. Encore une fois, c'est quelque chose qui marche très bien. Gardez encore à l'esprit que c'est comme pour la nutrition. N'ayez pas une vision étriquée que la salle de sport, que la salle de sport. Ouvrez les possibilités et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Après, voilà, ça dépend aussi de vos horaires. Parfois, vous pouvez aussi vous lever un peu plus tôt, y aller avant le travail. Enfin, il y a toujours des façons de pouvoir trouver un peu de temps. Mais gardez à l'esprit que même si vous entraînez 1, 2, 3 fois par semaine, vous pourrez très bien progresser et vous pouvez trouver très bien des solutions pour augmenter votre fréquence d'entraînement en vous entraînant, par exemple, chez vous de temps en temps. Donc voilà, si vous ne pouvez pas vous entraîner beaucoup dans la semaine. Et il reste un dernier cas, mon frère. Ouais. C'est le cas où, par exemple, vous vous entraînez 5 fois par semaine et cette semaine-là, imaginons, vous avez des examens ou vous avez, je sais pas, un événement dans la famille et vous pouvez vous entraîner, par exemple, que 2 ou 3 fois. Ça peut arriver. Bien sûr. La règle d'or, même une fois. Si vous pouvez aller une seule fois dans la semaine à la salle et que vous le savez, en fait, le but, c'est très simple, c'est essayer de faire tous les groupes musculaires au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que si vous pouvez vous entraîner que 2 fois, faites par exemple un upper-lower. Faites une séance upper, une séance lower. Vous avez tout fait une seule fois. Et parfois, en fait, comment faire vos séances? Vous avez juste à regrouper. Si vous avez 2 séances jambes, vous faites un mix des deux. Et du coup, vous gardez les exercices pour les ischios, les exercices pour les quads. En général, c'est très simple. Je dis, et quand ça arrive pour mes suivis, je dis, écoute, fais les exercices que tu préfères faire pour les quads et fais les exercices que tu préfères faire pour les ischios. Pareil pour les mollets. Encore une fois, parce que ça sera beaucoup plus facile à faire. Parce que, et ça passera beaucoup mieux aussi mentalement. Parce qu'on se dit, oui, mais je m'entraînerai qu'une fois, moins de résultats, machin et tout. Là, tu fais. Si en plus tu fais une séance que tu n'aimes pas faire, c'est pire que tout, tu vois. Donc, quitte à faire une séance un peu différente, fais une séance que tu vas aimer. Pareil pour le haut du corps, tu prends les exercices, je ne sais pas, tu es en PPL, tu prends les exercices que tu aimes pour les grands dorsaux de ta séance pull, tu prends un exercice pour les pecs que tu aimes pour ta séance push. Par contre, tu t'en doutes, tu ne vas pas pouvoir avoir un volume de dingue. Hein. C'est-à-dire que si tu fais 3 exercices pour le dos dans ta séance pull et 3 exercices pour les pecs dans ta séance push, tu ne vas pas pouvoir faire les 6 exos dans ta séance upper. Donc non, il va falloir faire des choix. Voilà, tu t'arranges pour avoir un exercice pour les grands dorsaux, un exercice pour le trapèze rhomboïde, un exercice pour faisceau antérieur de l'épaule, un exercice pour les pecs, faisceau latéral, faisceau postérieur et bras. Sachant qu'il y a des possibilités de faire des biceps, ce genre de choses aussi. Si encore une fois, les possibilités, c'est jamais en fait un problème de pouvoir s'entraîner un peu moins, d'autant plus que tu pourras récupérer plus facilement sur la période et ça pourra même te faire du bien de ne pas t'entraîner parce que tu pourras plus récupérer que d'habitude. Donc ça se trouve même parfois bénéfique. Donc je m'éloigne un peu, mais règle d'or, faire tous les groupes musculaires une fois. Donc si tu peux t'entraîner 2 fois, tu fais un upper lower. Si tu peux t'entraîner une fois, tu fais un full body. Encore une fois, le volume va être adapté. Tu t'en doutes. Si tu fais un exercice pour chaque groupe musculaire, tu vas pas pouvoir faire 4 séries par exo. Tu vois ce que je veux dire? Donc
encore une fois, il faut faire des concessions. Et si tu peux t'entraîner qu'une fois, pour pas faire une séance avec 15 exercices, privilégie, par exemple, eh bien, les mouvements soit les mouvements que tu aimes faire, pour, encore une fois, prendre du plaisir pour la séance qui sera un peu différente, et deux, privilégie aussi eh bien, les mouvements des zones sur lesquelles tu as potentiellement en retard ou sur lesquelles eh bien, tu as mis un focus sur ton bloc d'entraînement, etc. Donc voilà, fais comme ça. Et si par exemple tu peux t'entraîner que 3 fois, ben, tu peux faire un push-pull legs. Enfin bref, après 4 fois, bon, personne, quand tu t'entraînes 4 fois, honnêtement, Déjà bien. Hein. ouais, c'est déjà bien. Moi, je m'entraîne 4 fois par semaine, je suis très bien. Mais voilà, si jamais tu peux t'entraîner 1, 2 ou 3 fois, maintenant tu sais entre guillemets quoi faire. Donc, je crois qu'on a couvert toutes les parties. On a bien résumé les choses. En fait, on a présenté plusieurs cas par cas et en fait, on aurait dû présenter ça comme ça dès le début. C'est vrai que à chaque problème, sa solution. Et je me rappelle avoir effectivement euh, regroupé une séance push et pull pour justement faire une séance upper parce que j'avais pas le choix de ne pas m'entraîner voilà, comme je le voulais, de pas faire ma séance pull et push. Je l'avais regroupé en upper. Bien sûr, c'est pas se dire de assembler la push et la pull, donc faire, je sais pas, 10-12 exercices. Non, c'est faire une sélection des exercices qu'on préfère, bien sûr de manière cohérente, avec voilà, des choix sur les exercices qu'on préfère, les angles à respecter, et puis voilà, se dire que si on fait une séance upper, c'est-à-dire c'est pas faire une séance qui va uniquement être basée sur les bras, sauf si voilà, c'est votre kiff aussi. Voilà, il y a quand même un choix, une hiérarchie à avoir, une cohérence entre le regroupement de certaines séances. Je pense que là, on a fait le tour de la question. Il y a bien Et mention spéciale quand même pour le superset qui est vraiment très apprécié et que je mets, on va dire, à beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce cas de figure sur plusieurs exercices de leur séance, enfin deux exercices en l'occurrence, soit au début, soit en fin de séance, pour justement gagner un peu de temps. C'est vrai que le superset, même parfois faire des drop sets mécaniques, moi ça Le drop set mécanique, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire en fait, systématiquement. Oui, mais je vais prendre mon exemple. Tu vois, ma séance jambes, avant je faisais presse horizontale et après je faisais mon drop set mécanique, c'était leg extension 6-6 squat. Oui. Et maintenant je fais leg extension 6-6 squat presse. Je fais les trois ensemble. Ok. Et en fait, je gagne du temps. Mais par contre, ça me défonce. Hein. Ouais. Ok, question suivante. Alors, j'ai perdu les questions. Ah oui. Que faire lorsqu'on ne prend plus de plaisir à s'entraîner et qu'on perd aussi la motivation? Alors effectivement, c'était une question qui est un peu étroitement liée. Enfin, on peut faire du moins des ponts avec la précédente question, puisque forcément, quand on a une perte de motivation, de mojo, comme on aime bien dire avec Denis, à l'entraînement, c'est qu'il faut comprendre d'où vient cette baisse de motivation. Est-ce que c'est lié de manière globale à toute votre séance, à la musculation en général, ou est-ce que c'est lié à des points précis de votre programmation? Est-ce que c'est un exercice qui vous pose problème? Est-ce que c'est la répartition? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est lié, je sais pas, à la salle de sport aussi? Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent en découler. Donc, je te propose de faire à peu près la même chose, d'essayer de prendre plusieurs points et, et d'y réfléchir ensemble. Donc, Oui. si c'est Le, la musculation en général, en alors, gros, tu veux faire comme ça? Tu veux ouais, pas, genre, on fait le facteur numéro 1, c'est ça, et on débat ok. parce Alors, que facteur numéro un, c'est vraiment la musculation dans son ensemble qui vous dérange. En deux, on va dire que c'est la non, mais vas-y, construction. je veux dire, débat là-dessus, et après, on fera Ok. les autres points. Ouais, Donc, si tu quand veux, c'est la d'accord. muscu qui pose problème, Ouais, quand c'est la musculation qui pose problème. Donc, c'est-à-dire que dans son entièreté, vous en avez marre. Vous en avez marre d'aller à la salle de sport, de faire toujours la même chose, enfin bref, vous vous lassez de faire de la musculation. Et bien peut-être que la solution, c'est tout simplement de faire un autre sport. Parce que la musculation, certes, peut-être que vous aimez ça, mais que pour le moment, en fait, vous saturez et que vous avez peut-être besoin de trouver une alternative. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur un autre sport, de tester autre chose, de faire une pause aussi dans la musculation et peut-être que vous allez y revenir. C'est peut-être un choix voilà, à faire. alors, en vrai, pour rebondir, enfin, pour moi, le facteur numéro 1, c'était
le manque d'objectifs clairs. Ah ouais, l'objectif, ouais, bien sûr. Mais voilà, C'est ça peut être aussi un autre facteur. c'est ça. En fait, mais après, je reviendrai sur l'entraînement. Mm. Mais la plupart des personnes qui ont une perte de motivation, c'est qu'elles n'ont pas d'objectifs clairs. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous voulez progresser, c'est important de définir des objectifs qui sont précis et qui sont quantifiables. Parce que s'ils ne sont pas quantifiables, vous ne verrez jamais que vous vous en approchez. Par exemple, un objectif euh, qui n'est pas précis, qui est nul, c'est perdre du gras. Ça, c'est un objectif de merde. Un autre objectif de merde, prendre du muscle. Ça, c'est pas un bon objectif. Je veux dire, un objectif quantifiable, c'est, par exemple, voir mes abdos. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez perdre du gras, vous allez voir que vous vous en rapprochez ou pas. Parce que perdre du gras, vous ne serez jamais totalement satisfait juste si vous partez là-dessus. Un objectif quantifiable, ça peut être avoir tant de centimètres de tour de taille, avoir tant de centimètres de tour de bras, passer telle barre au développé couché. Ça, ce sont des objectifs qui sont quantifiables. Si vous ne partez pas, si vous ne vous fixez pas de bons objectifs, c'est sûr que vous allez être démoralisé. Parce que vous n'allez pas avoir l'impression de vous en rapprocher. Et si vous partez juste du principe que vous voulez être le plus fort possible, ou alors le plus sec possible, ou alors le plus musclé possible, sachez que c'est un sport où on ne sera jamais satisfait. Donc il n'y aura jamais de fin là-dedans. Il n'y aura jamais de fin. Même si vous avez une veine sur les abdos, vous ne serez pas content parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas les pecs striés. Ça sera toujours comme ça. Même si vous avez 45 de tour de bras, vous ne serez jamais satisfait parce que vous n'avez pas 50. Même quand j'avais 200 au bench, je voulais 250. Mais c'est toujours comme ça. Donc fixez-vous des objectifs quantifiables et faites-le par palier. Fixez-vous par exemple des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme qui sont quantifiables. La règle d'or lorsque je fais un appel bilan pour un début de coaching, c'est fixer des objectifs quantifiables. Parce que lorsque je demande des objectifs, c'est toujours ça. Prendre du muscle, perdre du gras. Ouais. Ça, c'est pas un objectif. Et c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir. En fait, oui, à chaque bilan, après, on va voir, oui, ok, très bien, tu as perdu du gras. Mais si l'objectif, il est clair dès le début, et que c'est par exemple, eh bien, voir mes abdos, ou alors même ça peut être me rapprocher d'un objectif physique de quelqu'un d'autre. Ça peut être plein de choses à partir du moment où c'est quantifiable. Vous allez pouvoir en fait chaque mois vous dire ok, ce mois-ci je me suis rapproché tant de mon objectif. Je voulais 40 de tour de bras, je suis parti, j'avais 30. Ce mois-ci j'ai 32. Donc voilà, le mois prochain j'essaye d'avoir 33, 34 et voilà. Et comme ça vous allez voir que vous allez grappiller jusqu'à votre objectif. Et honnêtement, avoir un mauvais objectif ou un objectif qui n'est pas clair, c'est la source numéro 1 de perte de motivation. Alors, c'est aussi un peu à double tranchant parce que quand tu te fixes des objectifs, comme l'a dit Denis, il faut bien sûr se projeter sur, on va dire, l'objectif ultime. Et après, bah, vous donner pas des échéances parce que c'est justement là où je veux en venir, mais vous donner des objectifs à court, moyen et long terme, mais sans vous donner d'échéance. C'est là où je voulais quand même préciser la chose parce que euh, il y a quand même un côté un peu frustrant de se donner des objectifs avec une deadline. Se dire, bah voilà, pour cet été, je veux avoir le six-pack, être tracé, etc., avoir la veine sur les abdos, etc. Et bien justement, il faut tendre vers les abdos, le six-pack, la veine, etc. Mais il ne faut pas vous dire, à telle date, j'aurai ça. Parce que c'est le meilleur moyen aussi de louper le truc et de se démoraliser en se disant, ouais, je vais pas y arriver, je vais jamais maintenir ou tenir l'échéance. Mieux vous dire, je me donne l'objectif de, mais sans vous donner de durée. Ça, pour moi, voilà, c'était un peu l'objectif à double tranchant que j'aime bien préciser parce que dans les questions qu'on pose forcément quand on fait une programmation, on veut savoir ce que la personne souhaite. Prise de poids, perte de poids, ok, mais après on rentre dans les détails. Et après, on décline en fait sous tous les angles ce que la personne souhaite en précisant quand même que on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs-là, mais qu'on peut pas non plus quantifier la durée. Ouais, mais alors après, tu vois, c'est là où je vais peut-être être en désaccord avec toi, dans le sens où c'est quand même bien de mettre une durée, mais d'un objectif qui est réalisable. C'est sûr Oui, que, bah bien sûr, ah oui, oui. mais ne pas mettre de durée, ça peut être aussi une perte de motivation. Parce que si tu te dis, ok,
je veux 42 tours de bras, mais que tu fixes pas de deadline, tu vois, tu vas être moins impliqué dans ton objectif. Alors que si tu as une deadline, tu vois, tu te dis, ok, je suis parti de 30, j'ai 35, on est à peu près à la moitié de l'objectif, enfin en termes de temps. Maintenant, c'est bon, c'est bien parti pour la suite. Mais si tu te fixes pas de deadline, ça peut vite être un peu, c'est bon. La personne qui veut perdre du gras, c'est bon, j'ai fait un cheat et puis la semaine d'après, c'est bon, Ouais, c'est ouais. bon, c'est bon. Et puis après, tu sors de ton objectif et parce que en fait, il te faut quand même un truc de pression. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir une sorte de pression. Alors, encore une fois, il faut que ça soit une pression qui soit mesurée, Ouais, ouais. mais c'est comme ça. Avoir une pression, c'est tout simplement une motivation supplémentaire. C'est comme dans le coaching, je le vois, le fait d'avoir que le coaching ait un certain prix, derrière, tu as une motivation financière. Parce que voilà, tu te dis, bah merde, j'ai payé un coaching, voilà, je vais tout donner pour avoir les meilleurs résultats. Donc, en fait, comme tu dis, il y a la bonne et la mauvaise pression. Et tout le monde ne réagit pas pareil, donc c'est toujours au cas par cas. Mais si vous fixez des objectifs réalisables et avec une durée de temps convenable, il n'y Oui. aura jamais aucun problème à vous fixer des deadlines. Et justement, regarde, l'été arrive et c'est là où il va y avoir le plus de personnes motivées et c'est là où il va y avoir les personnes qui vont avoir le plus de résultats parce que justement, il y a cette pression de l'été du je dois être prêt pour cet été, pour la plage, machin et tout. Et justement, parce qu'il y a une deadline, les gens s'y tiennent beaucoup mieux. Oui, alors il y a tout à fait ce côté challenge d'implication, d'engagement de la personne quand voilà, elle s'engage dans un objectif. Mais il faut quand même que ça soit réalisable parce que tu peux pas lui dire, bah, voilà, à telle date, tu auras tant de tours de centimètres de tour de taille, tu auras perdu voilà, 5-10 centimètres. Et en fait, arrivé à la deadline, bah, en fait, elle les a pas. Elle a pas atteint l'objectif. Mais Tu vois, après, c'est des choses aussi tu peux très. très bien ajuster ton objectif au fur et à Oui, mesure de ta bien sûr. progression. Mais si de base, il faut quand même te. Regarde les ricains, les ricains, c'est un peu péjoratif, mais il y a beaucoup de coachs américains qui font des challenges. Voilà, 12 semaines. Celui qui a la meilleure transformation, il gagne 5000 $. Ouais, bah alors ça, c'est la plus grosse des conneries. Parce que Mais, justement, mais tu justement, as une étude qui est sortie sur justement cette émission-là où voilà, ils montent sur la balance au début et puis après ils font le challenge avec des coachs, ils perdent du poids dans tous les sens, sauf qu'ils créent aucune habitude. Et 2 ans après, toutes ces personnes-là qui avaient perdu beaucoup de poids, elles ont repris le poids. Donc non, c'est mais je vraiment. je te parle pas de la télé. Je te Ah parle, oui, il y a beaucoup de coachs, genre Chris Bumstead, c'est un truc qu'il a déjà fait. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs américains qui font ça et qui font. Je vois souvent, genre sur Insta, des trucs comme ça, des personnes que je suis. Alors j'ai perdu leur nom, mais c'est quelque chose qui se fait mais très, bien très, sûr. très souvent. Et justement, les gens sont motivés parce que justement, derrière, il y a eh bien, une récompense, un truc. Et c'est ça. Donc, se fixer de bons objectifs, c'est ça en fait qu'il faut c'est se fixer de bons objectifs. Donc des objectifs qui sont réalisables, qui sont précis et quantifiables. Ah ouais. Non, Et, mais ça là-dessus, c'est une évidence. Hein, là-dessus, et, je suis et, du, convaincu, mais bon. et du coup, donc, si tu perds ta motivation, c'est peut-être tout simplement que eh bien, tes objectifs sont soit irréalisables, soit pas suffisamment précis. Et ça, c'est important. Et bien sûr, il faut checker aussi ta progression vers cet objectif. Il y en a beaucoup qui en fait se contentent de s'entraîner, mais qui ne checkent jamais, qui ne font jamais de bilan. Du coup, au final, ils savent jamais s'ils s'en rapprochent ou pas. Et c'est sûr que tu finis par perdre la motivation. Donc, oui, si tu perds la motivation à t'entraîner, tu as potentiellement une carte à jouer du côté de ton objectif. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est bien précis ou pas? Ouais. Ensuite, deuxième chose, tu dis au niveau de l'entraînement, et tu as déjà rebondi un peu dessus, toi tu as dit changer de sport complètement. Encore une fois, là je ne vais pas forcément te rejoindre parce que je vais partir du principe que le point numéro un, qui est l'objectif, a été validé. Si la personne veut prendre du muscle, tu vois, si son objectif c'est d'avoir 42 tours de bras, eh bien, c'est pas en faisant du ping-pong qu'elle va les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un objectif qui est précis et que tu commences un peu à saturer au niveau de l'entraînement, c'est peut-être effectivement qu'il y a quelque chose qui va pas dans la façon dont tu t'entraînes et dans la façon dont tu as fait ton programme. C'est tout simplement que par rapport aux paramètres de base que tu avais,
eh bien, comme par exemple le temps pour t'entraîner, tes capacités de récupération, etc., il y a quelque chose qui a mal été pris en compte. Ça se trouve, tu t'entraînes trop, ça se trouve, tu t'entraînes pas assez. Souvent, ce que je vois, encore une fois, avec les personnes que je suis ou les messages que je reçois, souvent les personnes qui ont tendance à avoir un volume d'entraînement trop grand, bah, les séances, au bout d'un moment, durent trop longtemps, ça devient beaucoup plus dur de progresser. Et en fait, juste faire une réduction du volume, donc parfois passer de 4 à 2 séries par mouvement, bah, déjà, c'est beaucoup plus simple de progresser sur 2 séries que sur 4. Et en plus de ça, bah, ça réduit vachement le temps que vous allez passer à la salle. Et souvent, juste réduire le volume, ça permet de relancer en fait cette motivation, cette envie, cette progression que vous aviez. Après, parfois, il y a d'autres points qui peuvent un peu vous saouler au niveau de l'entraînement. Si ça fait un moment que vous avez votre programme, c'est vrai que parfois ça peut être le moment aussi de changer, même si le mieux c'est quand même de garder votre programme le plus longtemps possible. Il y a un moment où quand vous l'avez depuis un petit moment, bah, ça peut aussi voilà, ça fait Oui, 20 saturé, semaines, exactement. Ouais. ça fait 20 semaines que vous faites le même programme. Vous pouvez tout simplement le changer pour avoir un peu de nouveauté. Rappelez-vous que le facteur numéro un de la progression, c'est l'adhérence. Le fait que vous allez aimer ce que vous allez faire et que du coup, vous allez le faire sur le long terme. Si vous n'aimez plus votre programme et que vous commencez à skipper vos séances à cause de ça, bien le fait de le changer, ça peut régler le problème. Exactement. Après, il y a autre chose, c'est que parfois, pour s'être entraîné dans des salles où le matériel était un peu limité, bah, le truc, c'est que parfois, vous pouvez difficilement changer de programmation. Quand vous n'avez pas beaucoup de matériel à disposition, c'est dur de trouver des variations. Et là, le fait tout simplement de changer d'environnement, changer de salle, ça peut aussi relancer votre progression. Le fait d'avoir accès à du nouveau matos, le fait d'être dans un nouvel environnement, tout ça, ça peut en fait tout simplement vous rebooster, remonter votre motivation pour tout simplement eh bien, relancer votre progression. Donc, si vous avez des objectifs bien définis, bien clairs, c'est un peu en fait comme tu sais la pyramide avec Lucas, c'est ça. Mm. D'abord, ayez des objectifs définis et après, voyez si au niveau de votre entraînement, si du coup vos objectifs sont bien définis, bien clairs et vous commencez à saturer au niveau de l'entraînement, déjà, voyez ce qui pose problème. Est-ce que c'est le temps que vous passez à la salle? Est-ce que c'est la difficulté à progresser? Est-ce que ça vient de la conception même de votre programme? Ou alors, est-ce que ça vient du fait que vous saturez sur la durée de votre programme? Est-ce que ça vient du fait que vous saturez de votre salle? Et rectifier les choses en fonction. Exactement. En fait, quand j'avais commencé à faire mon petit laïus avec les différents facteurs, j'avais expliqué que le premier point, c'était si c'était la musculation en général. Parce qu'il y a des personnes qui sont matrixées comme nous, qui sont 100% muscu, qui vivent muscu, qui respirent muscu. Il y a d'autres personnes qui sont juste en salle de sport pour faire une activité. C'était plus dans ce sens-là que je voulais le dire. Et que, bah, du coup, voilà, une séance de musculation, ça peut vite être long. Et que bah voilà, ces personnes-là veulent passer moins de temps à la salle de sport ou changer, avoir un truc un peu plus dynamique, passer sur des cours collectifs, passer sur des WOD de CrossFit, enfin voilà, ou même changer de sport. C'était vraiment, on va dire, si on extrapolait au maximum le fait de ne plus aimer la musculation. Comme Denis l'a dit après, il y a aussi le premier objectif, pardon, avant tout, le premier objectif, c'est l'adhésion, l'adhérence avec votre programmation. C'est peut-être le truc le plus important avant même de savoir si vous voulez faire un objectif de perte de poids ou de prise de poids, parce que l'adhérence à la programmation, que vous soyez dans n'importe quel cas de figure, c'est ce qui va vraiment être votre socle commun. Enfin, ça va être le socle qui va vous suivre sur n'importe quel projet. Et donc, du coup, bah, si cette adhérence-là, elle est un peu défaillante, ben, ça peut poser problème. Après, quand on décline encore, il y a effectivement le contenu de vos séances. Est-ce que vous en avez marre de faire de la musculation parce que c'est lié à un exercice, parce que vous avez passé beaucoup trop de temps dessus? Bah, changer d'exercice, trouver une variante. Il y en a plein, alors comme Denis le disait, on ne peut pas toujours faire le choix qu'on veut parce qu'on n'a pas un matériel illimité. Mais parfois, juste changer d'exercice, ça peut résoudre le problème. Restructurer un peu vos séances. Est-ce que si vous passez bah, sur un autre format, sur un push-pull legs, alors que vous étiez sur un upper-lower, enfin, voilà, des fois, c'est des choses toutes connes qui peuvent égayer un peu votre entraînement. Est-ce que après vous voulez peut-être aussi faire ben, quelque chose de moins adapté à votre morphologie? Alors, quand je dis moins adapté à votre morphologie, c'est peut-être moins adapté aussi à
ce qui serait le plus optimal pour avoir un physique homogène, mais peut-être qui répondrait plus à un besoin, une envie de votre part. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un de mes suivis qui me disait bah moi je veux vraiment pas me détacher de ma séance bras, alors que le gars il a déjà des bras énormes, mais parce que les bras c'est sa première, enfin c'est son premier objectif, c'est d'avoir les bras le plus gros possible. Alors bah, là on passe outre l'aspect homogène du corps, etc. Lui il veut des gros bras, donc bah, voilà, il y aura forcément des bras dans sa séance, et du coup bah, peut-être que sa programmation peut être encore plus optimisée sur le travail des bras. Voilà, ça peut être augmenter la fréquence dessus, avoir d'autres angles de travail, une diversité au niveau des exercices, plein de choses. Donc, il y a toujours cet aspect de déclinaison, la musculation, après l'adhérence au programme et après le contenu de vos séances. C'est vrai que il y a ce qui est optimal Voilà. et ce qui marche. C'est ce qu'on disait dans les podcasts précédents avec Lucas. Ce qui marche, marche. Ce qui est optimal marche un peu mieux. Mais si vous avez juste besoin de quelque chose qui marche pour pouvoir suivre plus facilement votre programme, dans ce cas-là, faites-le, tout simplement. Donc Parce que ça, c'est vrai que quand on nous regarde, c'est vrai que quand on nous regarde sur les réseaux, etc., bah voilà, on est des personnes, enfin toi et moi, on est des personnes qui optimisons tout. Hein, on fait gaffe à ce qu'on mange, enfin on fait gaffe, c'est une habitude alimentaire, mais à notre progression, tout est calculé. On sait qu'on fait cet exercice parce qu'on veut travailler tel angle, on veut travailler telle position allongée, raccourcie de notre muscle, enfin, plein de choses comme ça. Et il y a d'autres personnes qui veulent juste s'entraîner simplement. Mais c'est vrai qu'on a cette image des personnes qui optimisent tout, etc. Et tu sais, quand j'ai fait la série de vidéos avec Margot, et que du coup, on s'est entraîné, on a fait un entraînement en fait, qui était différent Ouais, de j'ai vu. l'entraînement habituel. Et en fait, c'était un entraînement pour le fun, parce qu'on s'entraîne quasiment, on s'entraîne quoi, 3 fois dans l'année ensemble. Et Ouais. du coup, le but, c'était vraiment de kiffer au maximum l'entraînement. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a fait un entraînement voilà, qui nous a bien plu, bien fait marrer, bien fait kiffer. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec des personnes dans les commentaires qui me disaient ouais, mais pourquoi tu fais des drop sets? Je croyais que c'était pas ouf. Ouais. Pourquoi tu fais ça? T'as dit que c'était pas ouf. Ouais, mais parce que du coup, l'objectif de la séance, là, c'était clairement de kiffer plus que de progresser. Et il y a certaines personnes qui, voilà, si tu mets trop de côté l'aspect kiff de tes séances, tu peux aussi finir par te lasser. Après, bon, nous, quand on dit optimisation, c'est parce qu'on kiffe aussi cette optimisation. Et ce que dit Denis, c'est que 99,999% du temps, il s'entraîne de manière optimale. Et bah voilà, les pourcentages restants, là, c'est uniquement quand il n'a pas le choix, quand il est pas chez lui, quand il est avec une personne qui n'a pas l'habitude de s'entraîner avec lui. Enfin voilà, il y a des cas vraiment particuliers, mais sachez quand même que la structure d'un entraînement, pour ceux qui veulent optimiser, et je pense que c'est la majorité des personnes qui nous écoutent, c'est quand même de garder un entraînement sur du long terme avec bien sûr bah, une cohérence au niveau des exercices et bah, cette progression en fait tout simplement. Mm. Donc ça, c'était l'aspect entraînement. Et Ouais. honnêtement, l'aspect objectif et l'aspect entraînement, c'est les deux aspects qui entraînent le plus de découragement. Mm. Après, enfin de perte de motivation. Après, il y a un aspect important, selon moi, de perte de motivation. C'est l'aspect comparaison avec les autres et réseaux sociaux. Les Oh, réseaux, tellement, les tellement. réseaux sociaux, c'est, je pense, ça peut être la plus grosse source de motivation comme la plus grosse source de démotivation. C'est clair. Et ça, du coup, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais il faut bien comprendre que les physiques et les personnes qui sont mises en avant sur les réseaux, ce sont les personnes qui, de base, sortent de l'ordinaire, ont un physique qui sort de l'ordinaire, ce genre de choses. Ou Pourquoi? Photoshop, hein, ou voilà, Ou, retouche ou vidéo, voilà, lumière incroyable, etc. exactement. Mais pourquoi en fait ce sont eux? Parce qu'un physique impressionnant, un physique qui sort du lot, ça provoque des réactions, c'est aimé par l'algorithme et du coup c'est encore plus mis en avant. Et à l'inverse, un physique un peu plus lambda, eh bien ça n'impressionne personne. Du coup, au final, ça ne fait pas de réaction, l'algorithme ne l'aime pas et du coup ce n'est pas mis en avant. Gardez bien à l'esprit que ce que vous voyez sur les réseaux, les physiques que vous voyez sur les réseaux, c'est le top 0,00001%. Et quand on regarde, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. C'est souvent les mêmes personnes que vous allez avoir dans votre feed. Et c'est tout le temps comme ça. Et au final, vous retrouvez à vous comparer avec le top 0,00001%.
Et ça, c'est pas, c'est hyper dur d'un point de vue de la motivation à se dire, putain, bah, je vois que des physiques comme ça sur les réseaux, parce qu'on finit par croire que c'est la réalité, parce qu'en fait, on a que de ça dans nos feeds. On finit par croire que c'est ça la réalité, et on se rend compte que on ne ressemble pas à ça, et du coup, on se dit, bah merde, je ressemble pas à ça, ça fait, je sais pas, 5-6 ans que je m'entraîne. Pourquoi je ressemble pas à ça? Lui, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il s'entraîne. Mais parce que ça se trouve, il a une meilleure génétique de base. Ça se trouve, sur les photos qu'il prend, c'est retouché, c'est photoshopé. Ça se trouve, le mec, il prend des petits extras en plus. Tout ça, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas et on se retrouve à se comparer à des personnes avec lesquelles, en fait, il n'y a pas de point de comparaison possible. Il y a des choses qui ne sont pas comparables. C'est comme si tu compares ma 106 avec une Ferrari. C'est pas, ok, ça roule, mais c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pas la clim. Enfin, j'ai la clim parce qu'il y a des trous dans le pare-brise. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il y a des choses qui sont pas comparables et qu'on ne peut pas comparer entre elles. Et c'est ça aussi, parce que les réseaux sociaux, vraiment, c'est très puissant. Et je pense que c'est souvent aussi chez les femmes qui se comparent beaucoup plus, d'après mon expérience, que les hommes. Et honnêtement, c'est assez dur lorsque tu vois partout des meufs qui sont ultra bien gaulées, qui posent d'une façon bien précise, etc. Et toi, tu te dis, mais merde, quoi, la meuf, elle s'entraîne depuis moins longtemps que moi. Même, il y a toujours ce truc du, voilà, la meuf, elle s'est jamais entraînée. Moi, ça fait 5 ans que je m'entraîne, elle est mieux gaulée que moi, etc. Mais parce que c'est le top, il y aura toujours, voilà, on connaît tous ce mec. On connaît tous ce mec qui a jamais été à la salle. Le mec, il a jamais été à la salle. Il est vachement plus stock que toi. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et du coup, c'est sûr que ce mec-là, s'il met une photo sur Insta, bah, vu comme le mec, il est stock, il va faire des réactions et il va être mis en avant. Et voilà, c'est comme ça que ça va arriver. Le mec qui s'entraîne, qui a un physique lambda, ne sera jamais mis en avant. Mais si tu regardes autour de toi en salle de sport, honnêtement, combien il y a de personnes qui ont un bête de physique? Honnêtement, dans une salle de sport, déjà, tu prends tous les inscrits. Déjà, sur tous les inscrits, il n'y a que 10%. Il y a que 10% qui vient s'entraîner. Il n'y a que 10% qui vient s'entraîner. Et dans ces 10%, les mecs qui sont vraiment balèzes, ça représente, allez, quoi, t'as 5 mecs au maximum dans ta salle. Donc si tu as 5000 inscrits, je te rends compte, si tu n'en as que 5, c'est ridicule le pourcentage. Et donc, pourquoi toi, tu te perçois, enfin, tu penses que ce que tu vois sur les réseaux, c'est la réalité. Et du coup, en fait, tu rentres dans une mauvaise spirale. Et ça peut vraiment te faire perdre ta motivation. C'est clair. Et puis, tu sais, il y a- on l'a déjà fait, je sais que tu l'as fait aussi. Tu sais, regarder des séances d'un Instagrammeur. Tu te dis, mais attends, mais le gars, il fait ça comme entraînement et il a ce physique-là. Tu sais, on essaie toujours de dire, mais attends, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un entraînement qui est optimisé, je fais gaffe à tout. Le gars, lui, il fait du 5 fois 12 sur tous les exercices. Il fait des mouvements, tu sais même pas à quoi ça sert. Et il a ce physique-là. Bon, il y a toujours la réalité et puis. Enfin, la réalité qu'on trouve sur les réseaux et puis après ce qu'on retrouve aussi sur le terrain. Et comme le disait Denis, en fait, en salle de sport, c'est aussi l'autre point de comparaison. Parce qu'autant sur les réseaux, tu sais pas vraiment à quoi les gens ressemblent en vrai. Il y a vraiment que quand tu es à la salle de sport que tu te rends compte du potentiel de certaines personnes. Mais encore une fois, il faut jamais se comparer aux autres. Et que ce soit Denis ou n'importe qui, je ne vais pas me comparer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que il faut toujours être une meilleure version de soi-même, une meilleure version de soi-même. Et ça passe par le dépassement de soi et t'as rien à prouver en fait aux autres. Tu as juste à toi à te prouver que tu es capable de faire mieux. Et déjà, quand tu as dit ça, c'est déjà une belle progression pour ta tête. Et, et je dis ça aussi parce que, comment dire, je m'entraîne régulièrement avec des potes ou de temps en temps avec Denis quand il veut bien. Mais on va jamais utiliser les mêmes charges de travail. On va jamais faire les mêmes mouvements. On va jamais faire exactement le même tirage ou le même mouvement de poussée. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. On va jamais se comparer à la charge qu'il utilise. Et je me rappelle d'un podcast où on avait dit, euh, si quelqu'un te demande, ouais, vas-y, viens, j'ai fait PR sur le soulevé de terre, essaye de battre ma perf. Bah non, mon gars, non. Ça fait pas partie de ma prog. Donc non, déjà d'une, je vais pas le faire. Et puis de deux, j'ai rien à prouver.
ici, avec Denis, on ne sera jamais dans le concours de beat ou le concours d'ego lift. On sait ce qu'on doit faire. Et en fait, le message qu'on veut vous donner à travers ce petit message, c'est que soyez une meilleure version de vous-même, ne vous comparez pas aux autres, même si c'est un peu cliché, et essayez de battre à chaque fois ce que vous avez fait la semaine dernière. Et on va dire que c'est le meilleur mindset à avoir. Et surtout, ne dites pas oui, vas-y, je vais prendre ta barre et je vais en faire 10 de plus, parce que c'est le meilleur moyen de se faire mal et d'être ridicule en plus. C'est vrai que si tu veux réellement progresser en musculation, il faut bien que tu comprennes que la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Mm. Et la comparaison qui résume bien les choses, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est la comparaison avec le jeu vidéo Mario Kart. Quand j'étais plus jeune, je jouais à Mario Kart. Et sur Mario Kart, tu avais un mode fantôme. C'est-à-dire que tu pouvais faire la course contre ton fantôme. Et le but, en fait, c'était de battre le temps que tu avais fait sur ton fantôme. Et donc, tu le voyais, il faisait la course avec toi. Et au final, le fantôme, c'était quoi? C'était tout simplement le reflet de toi-même. Mais quand tu faisais la course, il y avait toi, donc tu avais pris genre Peach, je prenais toujours Peach, mais tu avais aussi le gros Waluigi, tu avais Mario, tu avais Luigi, mais au final, le seul qui t'intéressait vraiment, c'était ton fantôme. Parce que tu savais que c'était lui qu'il fallait battre. Et c'est exactement le même principe. La muscu, c'est ça. Tu es sur la ligne de départ, il y a le gros Waluigi, il y a Mario, il y a Peach, non, c'est toi Peach, il y a Daisy, il y a machin et tout, mais le seul que tu dois battre, c'est ton putain de fantôme. Et une fois que tu comprends ça, que tu laisses tomber Waluigi et les autres, et que tu te concentres uniquement sur ton fantôme, c'est là où en fait tu gardes toujours le cap, parce que tu sais que c'est toi-même, et c'est vraiment uniquement toi-même que tu dois chercher à surpasser. Et quand tu fais ça, crois-moi, c'est là où tu progresses vraiment. La meilleure analogie encore, elle est signée Denis. je sais qu'il y en a, la dernière fois, il s'est plaint du podcast parce que justement, j'en avais pas fait. Je crois que j'ai dû en faire une ou deux dans ce podcast. Je pense il va être satisfait et que du coup, ça rattrapera le podcast où j'en ai pas fait. C'est clair. Mais C'est clair. du coup, voilà, un des autres facteurs de perte de motivation, c'est ça, c'est les réseaux sociaux et la perte des repères de la réalité. Mm. Il y a un dernier point aussi, mais lui, il va être très rapide. C'est, en fait, il y a peut-être un autre point après. C'est l'aspect nutrition. L'aspect nutrition. En fait, l'aspect nutrition, c'est vite quelque chose qui peut poser problème et qui peut être une grosse perte de motivation. L'aspect nutrition, en fait, encore une fois, si vous n'avez pas une diète qui est claire et qui est bien construite, si vous avez des objectifs précis, en fait, bien conçus, donc comme je disais, c'est le bas de la pyramide, et que derrière, vous n'avez pas une diète qui suit, en fait, vous n'aurez jamais les résultats qui vont avec. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de perdre du gras et que vous êtes en surplus calorique, vous doutez bien que ça va poser problème. Donc, la base de tout, c'est d'avoir une diète qui est en accord avec vos objectifs. Ouais. Et que derrière, bien sûr, une fois que le nombre de calories est bien défini, eh bien, ce qu'il faut, c'est tout simplement, oui, les macronutriments, etc., c'est tout simplement prendre du plaisir dans l'alimentation. Parce que parfois, même quand le nombre de calories est bien défini, si on est dans une monodiète, si on est dans le riz, poulet, brocoli tous les jours, machin, etc., c'est là où aussi il peut y avoir une perte de motivation parce qu'on mange toujours la même chose, c'est chiant, et du coup, parfois, les résultats mettent du temps à arriver, etc., et du coup, on perd la motivation à cause de ça. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, on en a parlé longuement au début, mais cet aspect diète est aussi très important. Donc, ta diète doit être raccord avec tes objectifs, et après, ta diète doit favoriser du coup ton adhérence au plan sur le long terme. Encore une fois, la meilleure diète, c'est celle que tu arriveras à suivre sur le long terme. Et pour ça, c'est pas celle où tu vas manger tous les jours la même chose, crois-moi. Ou alors ça va marcher 1 ou 2 mois et après tu vas vite saturer. Mais bon, tu écoutes le 0RR podcast, donc ça, tu le sais déjà et tu varies ton alimentation. Après, quand même, petit disclaimer, ça nous arrive de manger des filets de poulet, ça nous arrive de manger du riz, ça nous arrive de manger des brocolis aussi. Voilà, c'est juste qu'on prône en fait la diversité. On n'est pas là à jeter la pierre sur les personnes qui ne diversifient pas leur diète, on est juste là pour les conseiller. Oui, oui, j'ai mangé du brocoli cette semaine et la semaine dernière. Mais ça ne veut pas dire que voilà, il faut manger tous les jours. Bien sûr. Autre point aussi qui peut être une perte de motivation, c'est le manque de récupération, tout simplement.
lorsque tu dors mal, lorsque tu récupères pas suffisamment, ce qui se passe, c'est tout simplement que tu accumules de la fatigue. Et c'est là où, du coup, par exemple, certains vont tomber dans le surentraînement ou ce genre de choses. Mais en même temps, je veux dire, si tu dors 3 4 heures par nuit, il y a forcément un moment où ça va coincer. Donc, fais bien attention aussi à ta récupération. C'est important parce que tu peux vite, en fait, te retrouver à être dans une situation limite de burn-out, hein, tout simplement, juste parce que tu ne récupères pas suffisamment. Et en fait, l'entraînement, la diète, tout ce que tu veux, tout ça va passer au second plan. Tu n'auras plus envie de rien faire, tout simplement parce que tu es trop fatigué. Donc, fais bien attention aussi à ta récupération. C'est un point qui est important. Exactement, ouais. Après, moi, je vais en rajouter aussi un autre, c'est que, comme on l'a dit, nous, on est dans la recherche perpétuelle de l'optimisation. Et ça, parfois, ça peut lasser. Et je pense que certaines personnes aussi veulent limiter la charge mentale que peut représenter l'optimisation, justement, d'un entraînement. Et on l'a un peu abordé, ce qui peut marcher, enfin, si vous avez un problème qui marche, bah, ça peut suffire. Mais la recherche perpétuelle de l'optimisation, parfois, ça peut être tellement énergivore de se remettre toujours en question, de dire «Eh, est-ce que si je faisais ça autrement, est-ce que je...» Au bout d'un moment, on peut vraiment saturer et se dire mais en fait, là, je passe beaucoup trop de temps à réfléchir et à pas m'entraîner. Et des fois, bah, certaines personnes vont se dire bon bah j'arrête, j'arrête parce que c'est trop chargeant. Enfin, c'est cognitivement, c'est trop quoi. Et peut-être qu'il faut trouver juste un entre-deux entre le plaisir de s'entraîner et plaisir de trouver quand même des connaissances et les incrémenter dans une programmation, mais pas toujours être dans cette recherche, parce qu'il n'y a que des gars comme Denis et moi qui sommes voilà, à lire, à prendre des formations à droite à gauche, à acheter les derniers livres, des derniers, voilà, des dernières parutions en nutrition ou en entraînement, enfin bref. Ça, je peux comprendre que cette recherche perpétuelle-là peut des fois saturer chez certaines personnes. Oui, ça peut aussi être problématique, mais je pense que ça revient, tu sais, au point sur l'entraînement et le fait d'aimer ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Je pense À des que degrés, en fait, le degré d'implication, euh, il va être différent forcément, puisqu'on parle d'un degré d'implication. Nous, avec Denis, il va être au max de chez max, mais déjà, si vous êtes à 80% de votre implication, c'est déjà suffisant. Enfin, du moins que vous pratiquez une séance de sport, enfin des séances de sport, que vous y retrouvez, que vous prenez du plaisir et que vous progressiez, bah, c'est bon. Vous progressez, c'est bon. le dernier point, je Tu l'as pense, retrouvé? ouais, et sans doute le plus important. On a dit Non, ça pour chaque point, hein. non, vraiment, lui, il est très important. C'est tout simplement que ce qui fait perdre la motivation, c'est l'impatience. Ah, L'impatience. yes. Je pense que je l'ai dit plein de fois dans ce podcast, la muscu, c'est un sport sur le long terme. Tu n'auras jamais un physique en 3 mois, je te le dis. Tu n'auras jamais un physique en 3 mois. Au pire, en 3 mois, tu auras une belle transformation. Enfin, au mieux, tu auras une belle transformation, mais tu n'auras jamais un physique exceptionnel en 3 mois. Non, ça se joue sur des années. Ça se joue vraiment sur des années. Et cette impatience, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne n'est patient. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout avoir en un clic. Tu veux quelque chose, tu veux acheter quelque chose, tu vas sur Amazon, tu l'as. Tu veux manger, tu vas sur Uber Eats, tu l'as. Et au final, la muscu, c'est le seul truc où t'as pas, voilà, tu peux pas aller sur une application commander un physique. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas acheter un physique. Yes. Et du coup, ça demande du temps. Et pour les personnes qui sont habituées à, au final, avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, parce que c'est ça aujourd'hui dans la société, ça peut être extrêmement frustrant de ne pas pouvoir faire la même chose avec la muscu. Et puis la muscu, c'est compliqué. Enfin, progresser en muscu, il faut s'entraîner, il faut en chier, il faut s'entraîner avec une intensité suffisante, il faut y aller régulièrement, ça prend du temps. Et il faut suivre la diète, il faut suffisamment dormir, et il faut faire ça pendant longtemps. Et les résultats qu'on a en faisant ça, ils sont quand même assez minimes. Mm. Il faut se le dire. C'est-à-dire que ta transformation, tu la verras au bout de plusieurs mois. Et en fait, ça peut créer une frustration extrêmement importante chez la personne qui est habituée à tout avoir en claquant des doigts. Et ça peut être effectivement eh bien, une source de perte de motivation. Mais il faut en être conscient de cette impatience. Et la muscu, c'est vraiment, ça apprend la patience. Et lorsque tu as cet œil, ce recul de te dire, ok, je ne vais pas avoir un physique,
du jour au lendemain. Ok. Et puis ça rejoint aussi le point numéro 1 qui est de te fixer des objectifs réalisables. Lorsque tu as des objectifs qui sont réalisables et qui sont bien pensés, qui ne sont pas impossibles, qui ont été bien quantifiés et bien précis dans le temps, en général, tu as un peu moins ce genre de choses. Mais la plupart des gens ne respectent pas le point numéro 1. Et du coup, c'est sûr que tu peux très très vite, lorsque ton objectif c'est juste perdre du gras, prendre du muscle, tu peux très très vite tomber dans cette impatience et te dire « Oh merde, putain, je fais tout ça, merde, fais chier, j'ai pas de résultat. » Et puis après, tu vas sur les réseaux, bouquet final, tu dis « Putain, mais lui, en 6 mois, il a eu un bête de physique. » Mais le mec, tu sais pas ce qu'il prend, tu sais pas si c'est réellement 6 mois, tu vois. Et du coup, bah voilà, là, c'est le combo final. T'es KO, terminé. Et du coup, tu perds ta motivation. Donc, soyez patient. C'est vraiment Sois patient, René, sois patient. ceux qui ont la ref, vous êtes des champions. Mais voilà, soyez conscients de ça, parce que cette patience dans la muscu, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que cette fois-ci, on a fait le tour de la question. Ouais, c'est vrai que la patience, en fait, c'est le fil conducteur aussi de la programmation. C'est clair. Et puis ça rejoint vraiment avec le côté virtuel des réseaux sociaux, en fait. Je pense, mon frère, qu'on a fait le tour de la question. Alors, on a eu un petit imprévu durant le podcast qui fait qu'on va l'écourter. Après, on a déjà fait un peu plus d'1 heure et demie, je crois. Ouais, là, on est bien 1 heure même mis bout à bout, ouais, peut-être 1h40. Donc, même si on enlève la dernière question, je pense qu'on a déjà un bon podcast. C'est un bon épisode. Comme quoi, tu vois, parfois, juste 2 questions, ça suffit. Ça suffit, ouais. 2 questions, Après, je ça pense suffit. que ça s'est senti qu'on était un petit peu en rush sur la fin. On s'excuse, bien sûr, et le prochain podcast sera bien plus détente. Et peut-être que ça va même pas se sentir à l'audio, donc tant Ouais, mieux. je On vais, verra bien. normalement, je vais essayer de gérer le montage pour pas trop que ça se sente. Ok. Si tu l'as senti, tu le dis dans les commentaires. C'est ouf de spammer le référencement à ce point-là. Mais c'est vrai que les podcasts sont de mieux en mieux référencés. Et honnêtement, c'est grâce aux commentaires que vous mettez, notamment C'est énorme. sur YouTube. Le podcast arrive de plus en plus en suggestion. Et honnêtement, je vous remercie. C'est grâce à vous. Il y a en fait beaucoup plus de personnes qui se mettent à découvrir le podcast, que ce soit sur les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Podcast, etc. Mais aussi sur YouTube. Là, il y a eu une grosse croissance dernièrement sur YouTube. Alors, je pense aussi peut-être qu'on a récupéré une partie de l'audience de Lucas, qui était aussi déjà présente sur YouTube. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, sur les derniers épisodes, sur les 4 derniers épisodes, on n'a jamais fait autant de commentaires, on n'a jamais fait autant de vues aussi rapidement. Donc, merci à tous pour ça. Ce qui est génial, c'est que moi, je reçois des messages de personnes qui me disent ouais, je viens de commencer le podcast, donc ils écoutent les tout premiers épisodes. Et donc, ils disent ouais, bah, je vais remonter le fil et essayer de rattraper tout mon retard. C'est vrai que maintenant, pour la personne qui se met à écouter les tout premiers épisodes, il y en a pour un petit moment. Il y en a pour Mm. un petit moment. Et je me dis, mais tant mieux, on laisse une trace. Et quelque part, tu sais, quand on sera en maison de retraite à 90 balais, bon, on se les refera, ces épisodes du podcast. On les écoutera. On les écoutera ensemble et on se tapera des barres dessus. Ouais, Il y a, exactement. ah, tu te souviens, c'était là où je me suis flingué l'épaule. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Et on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du 0RR Podcast. À bientôt!